Depuis plus d'un siècle, l'aviation est un secteur en plein essor qui transporte aujourd'hui près de 5 milliards de passagers par an. Ça fait beaucoup. En particulier pour les riverains des aéroports qui tirent la sonnette d'alarme. Trop bruyant, trop polluant pour eux, mais pas que. Les avions deviennent de véritables machines à rendre fous et malades. Salut à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la problématique du bruit et de la pollution autour des aéroports. Je vais prendre l'exemple de l'aéroport de Genève-Cointrin en Suisse. En deuxième partie de vidéo, on reçoit un invité de marque, Fred, pilote de ligne sur A320 et propriétaire de la chaîne YouTube Histoire d'avion, nous parle de ces problématiques du point de vue des cockpits. Allez, on attaque après le jingle. Comment mettre la sourdine à nos avions? C'est la question dont je vais vous donner la réponse tout de suite. À l'heure actuelle, les avions font beaucoup de bruit, y compris au sol. Une grande partie de ce bruit est provoquée par l'APU, Auxiliary Power Unit. C'est une génératrice située dans la queue des avions de ligne. Il génère de la pression hydraulique, pneumatique et de l'électricité. L'APU est utilisée principalement pour démarrer les moteurs. À Genève, une procédure est instaurée pour restreindre l'usage de cette génératrice qui produit un son d'environ 120 décibels. En effet, son usage est interdit pour le démarrage des moteurs. Au niveau des appareils, les ingénieurs doivent lever le nez et contempler les oiseaux pour chercher des solutions. En effet, principalement les rapaces nocturnes sont très silencieux. C'est ainsi que les ailes d'aujourd'hui et de demain sont conçues. L'arrière des moteurs, principalement ceux des Boeing, sont dentelés pour imiter le bout des plumes d'un oiseau. Les moteurs ne contiennent pas uniquement cette amélioration. Non, ils ont également un diamètre bien plus élevé de manière à éjecter tout autant d'air à plus faible vitesse, ce qui a pour conséquence une réduction du bruit. Toutes ces innovations réduisent grandement les nuisances sonores, mais ne suffisent pas à rendre l'aviation silencieuse. Ces gros porteurs sont encore bien trop bruyants. Comment réduire les émissions de CO2? Tout d'abord, je tenais à contredire une croyance, celle de la traînée blanche laissée par les avions à haute altitude. Ce n'est pas du CO2 et ce n'est encore moins dangereux pour la santé. Il s'agit tout simplement de condensation. Et oui, ce n'est que de l'eau. Pour en revenir au CO2, il est bien connu que le décollage est la phase du vol qui demande le plus d'énergie et par conséquence émet le plus d'émissions. Que ce soit un aéroport en plein milieu d'une ville ou en plein milieu d'une forêt, tous les animaux et humains riverains de ces derniers respirent cet air contaminé. Selon les scientifiques, les risques de cancer et autres maladies sont bien plus élevés que la moyenne. Face à cette problématique, les constructeurs se creusent la tête. Y a-t-il des mesures en œuvre et y en a-t-il qui pourraient l'être? Tout d'abord, parlons de celles qui sont déjà mises en place. Les constructeurs comme Airbus ont longtemps cherché à modifier leurs appareils tels que leur fleuron, le mythique A320. C'est ainsi que sont nées les versions Neo pour New Engine Option. Mais comment ont-ils fait pour réduire la consommation de ce moyen courrier? Ils ont tout d'abord changé de matériaux et ont remplacé une bonne partie de l'aluminium par des matériaux composites. Plus légers, les moteurs doivent moins pousser
donc consomment moins. Le bout des ailes avant a également été modifié. Ceci diminue les perturbations aérodynamiques, ce qui a pour effet de diminuer la charge de travail des moteurs. Pour citer une dernière mesure, et non des moindres, les moteurs. Et oui, les constructeurs comme Rolls-Royce ou Pratt Whitney développent des moteurs de plus en plus performants. Toutes ces mesures sont efficaces, mais de loin pas suffisantes. De nombreuses solutions sont envisageables pour réduire encore les émissions de CO2, comme des carburants verts tels que le SAF, déjà présent en faible quantité dans les liners. Le SAF est un carburant durable qui ne provient pas des énergies fossiles. Les riverains en bout de piste sont-ils en danger face à l'augmentation du trafic? Pour répondre à cette question, il faut connaître quelques bases d'accidentologie. Pas de panique, je vais citer que quelques accidents qui ont eu lieu en bout de piste. Tout récemment, il y a eu ce MD-11 du PS qui a eu un sérieux problème de moteur et est venu s'écraser sur un bâtiment non loin de la piste, tuant les 3 membres d'équipage et environ 14 personnes au sol, ainsi que de nombreux blessés. Ou encore ce Dreamliner qui a éteint ses moteurs pendant le décollage et est venu percuter plusieurs immeubles. Et je n'oublie pas le crash du Concorde qui s'était écrasé sur un hôtel non loin de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La liste est très longue, mais je vais m'arrêter là. Ces exemples sont bien assez clairs. Chaque année, le trafic aérien augmente, la fiabilité aussi, mais pourquoi y a-t-il toujours autant d'accidents pendant le décollage et l'atterrissage? La raison est très simple. Ce sont les phases du vol les plus complexes et si on ne peut pas diminuer les risques, on peut néanmoins essayer d'éviter de tuer des personnes au sol. Dans l'aviation, quand nous avons un problème, la première chose à faire est d'éviter les morts au sol, ensuite d'éviter les morts des occupants de l'aéronef et en dernier d'éviter de casser l'avion. Pour éviter ces morts au sol, plusieurs solutions sont possibles. Premièrement, éloigner les populations des aéroports, mais ce n'est bien souvent pas possible. Une seconde possibilité est la mise en œuvre de procédures de décollage avec de plus grandes marges de sûreté. Selon moi, il existe une dernière possibilité qui est d'avoir une zone plus grande soumise à une interdiction de construire. Cette dernière serait introduite par la FAA et l'EASA. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que des solutions à tous ces problèmes sont déjà présentes, mais largement insuffisantes. De nombreuses années, de nombreuses nuits blanches et de nombreux cafés sont encore nécessaires pour rendre l'aviation durable, silencieuse et toujours moins meurtrière. Mais bon, il paraît qu'il est possible de se faire pousser des ailes. Selon la pub, il suffirait d'en boire qu'une seule canette. Alors, on se trouve au simulateur Swiss Cockpit à Delémont dans le Jura suisse. Avec moi, Fred, qui est pilote de ligne, dont une chaîne YouTube est dédiée à des interviews de personnages de l'aéronautique. Et je te laisse te présenter et bien sûr le nom sera dans la description. Moi, c'est Frédéric. Je travaille dans l'aviation, comme mon collègue me l'a dit ici. On est dans le simulateur ici de 737-800 NG, qui est un simulateur fait avec des pièces réelles. On est en plein vol ici. On est parti de Genève pour aller à Innsbruck. Donc, ce sera un tout beau vol. On aura largement le temps de faire l'interview. Et puis, je suis déjà content de faire un interview avec toi. Et ouais, Passer sur ta pour chaîne le aussi. retour. Ouais, exactement. Puis voilà, on va un peu discuter d'aéro et puis il y aura aussi un peu d'actualité aéronautique apparemment dedans, j'ai vu. Exactement. Mais voilà, je suis super content de passer sur ta chaîne et puis on va aller comme ça, on fait comme sur ma chaîne, à la bonne Exactement, franquette, ouais. hein, de toute façon. Alors, pour commencer, y a-t-il des procédures que les pilotes doivent ou peuvent mettre en œuvre et exécuter afin de réduire les nuisances sonores lors des décollages pour les riverains des aéroports? Ben oui, alors en fait, maintenant, aujourd'hui, il existe pas mal de procédures qui existent hein, pour réduire les bruits.
D'ailleurs, je pense que aujourd'hui, dans le monde de l'aérien, de l'aéronautique, il y a trois piliers principaux D'accord. qui sont recherchés depuis, je pense presque depuis le début de l'aviation. Hein. Bon, Ok, oui. au début de l'aviation, on s'en occupait pas trop, mais je pense que depuis les 50 dernières années, maintenant, le but de l'aviation, c'est principalement le premier pilier. On est sur de la sécurité aéronautique. Oui. Hein. Donc, on va toujours aller chercher le moins de risques possible, que ce soit dans toutes les phases du vol, dans toutes les procédures, dans la maintenance, etc. Et puis ensuite, les autres phases les plus importantes, c'est justement la réduction des nuisances et la réduction des émissions polluantes. D'accord. Donc, Oui. ce qu'on appelle la pollution, ça peut être autant la pollution de l'atmosphère, hein, donc les pollutions de CO2, etc., mais aussi le bruit. Le bruit, c'est une Oui. pollution comme une autre. Donc c'est pour ça que maintenant on a des aéroports qui ferment aussi, qui ont des taux d'ouverture qui sont plus réduits. Ok. Hein, des aéroports qui ferment à 20h, 22h, 23h, plutôt 23h. Et puis dans les procédures de pilotage, on a maintenant des procédures qui visent à réduire le son, mais aussi la Oui. pollution. Puis généralement, l'un va de pair avec l'autre, D'accord. puisque si on émet moins de bruit, forcément on pollue moins, puisque les moteurs, l'émission principale de bruit d'un avion, ben, c'est les deux moteurs ou plus qu'il a sous les ailes. Oui. Donc si on décolle moins fort, si on typiquement le système flex, hein, Oui. pour ceux qui connaissent de l'Airbus ou le système SEL, comme on a ici sur un Boeing qui est sensiblement la même chose, permet justement de réduire aussi la consommation des moteurs et donc les émissions sonores. Ok. Tu as aussi une autre façon de réduire du bruit, c'est justement les trajectoires de décollage et d'atterrissage. Oui. Mais quoique maintenant, à l'atterrissage, un avion, on les met quasiment plus rien. Tu avais vu la 380 oui, hein, qui pose à Zurich. Voilà, exactement. Si on ne sait pas qu'il est à côté, pourtant tu es en ligne droite, tu es à 400 mètres de l'avion, 400-500 mètres de l'avion, tu ne l'entends absolument pas. C'est zéro bruit. Donc maintenant, c'est plutôt le challenge, ça va plutôt être au décollage. D'ailleurs, tu l'as vu au décollage qu'on a fait ici. Oui. On décolle de Genève et immédiatement, gros virage à droite. Oui. Ça permet justement de casser le bruit. Okay. Donc en fonction des agglomérations qu'on a autour des pistes, on va chercher à aller diriger le bruit ailleurs que directement sur la ville ou sur la localité qui borde le terrain. Donc ça, c'est des façons de faire. Et puis la technologie aujourd'hui de la machine fait que les avions sont beaucoup plus silencieux par leur aérodynamique et puis par la construction même des moteurs qui sont beaucoup plus silencieux, qui tournent moins vite aussi. Ok. Voilà. Plus on a un moteur qui a un diamètre qui est grand. Alors les gens aujourd'hui, ce qui est très mal compris, puis c'est bien qu'on en parle aujourd'hui sur ta chaîne, c'est que les gens qui ne connaissent pas l'aéronautique, la mécanique aéronautique, pensent que voilà, plus le moteur est gros, plus le moteur consomme. Puis aujourd'hui, la norme, ce qu'on fait sur les avions, c'est des moteurs qui ont des diamètres qui sont gigantesques, le plus grand possible. Y compris sur du court courrier. On prend la 220, c'est des moteurs qui sont absolument géants pour la catégorie de l'avion. Hein. Mais je crois que c'est les mêmes moteurs que pour la 320. Oui, c'est un peu de chose près, c'est exactement ça. Exactement. Donc les nacelles sont très grandes par rapport à l'avion. Donc on va aller en augmentant le diamètre. En fait, les moteurs tournent moins fort, parce que la pale se déplace plus vite. Hein, l'extrémité de pale se déplace plus vite, plus on augmente, c'est une question de rayon. Hein. Donc forcément, le moteur en tournant moins vite consomme moins, mais il produit aussi plus de poussée. Aujourd'hui, le fan, hein, c'est la partie visible du réacteur devant. C'est 80% de la poussée, donc c'est de l'air froid, c'est-à-dire qu'il n'a pas été brûlé. Hein. C'est de l'air froid, et puis ça, c'est 80% de la poussée. Donc on a encore un petit 20% qui doit être brûlé. Hein. On brûle du carburant, hein, n'est-ce pas? Et puis ce carburant-là, c'est 20% seulement de la poussée. Ah ouais. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tu fais ton fan qui est devant, tu aspires de l'air qui n'est pas brûlé, donc de l'air froid, et cet air froid, il vient faire une gaine d'air froid autour du flux chaud. Puis le flux chaud, c'est l'air brûlé qui est sonore. Si tu veux, l'air froid qui est plus dense, il est isolant. Donc on vient faire un tube d'air froid autour du flux chaud, et ça contribue aujourd'hui à diminuer le son des moteurs des avions.
également. Ouais, c'est Donc fou. ça, ouais, ça va très loin. Ouais. On est aujourd'hui sur un domaine qui est en perpétuelle évolution. Ouais. Donc c'est hyper fascinant, vraiment. Ouais, c'est vrai. Y a-t-il vraiment une grande différence de bruit entre un avion type, donc assez vieux, A330 et un moderne A350? Ouais, alors vraiment, hein, on n'est pas du tout sur le même, on n'est pas dans le même monde. Hein. Moi, j'ai pratiqué du 330 CO, du 330 Neo. Oui. Malheureusement, la 350, Pas encore. j'ai pas encore eu l'honneur de pouvoir l'approcher, même de pouvoir voyager dedans. Ah ouais? Ouais, non, j'ai encore jamais fait de cet avion qui est pour moi le plus bel avion du monde, hein, Ouais. pratiquement. Bon, j'ai un MD-11 en fond d'écran sur mon Dis quand téléphone, même Concorde, mais parce que voilà. j'aime je commence à arriver maintenant dans un âge où j'aime les vieux avions qui puent l'huile encore. Voilà, c'est le côté un peu rustique de la machine. Ouais. Mais, mais voilà, alors les différences aujourd'hui, elles sont même pas mesurables. Ça veut dire que Ok. si tu prends un A330 de première génération en CO, Ouais. et puis un avion comme un A350 aujourd'hui, déjà la conception même de la machine est complètement différente. Ok. Donc ça veut dire que l'aérodynamique de la machine est calculée différemment. Aujourd'hui, je crois qu'on est un A350, alors c'est une estimation, hein, mais Oui. je pense que la 350, on est sur une finesse de 32, 35. Ouais, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment exceptionnel ça. C'est exceptionnel. Hein. La finesse, expliquée en deux mots, c'est son altitude fois il peut planer 30 fois son altitude Oui. en distance. Finesse de 30, ça donne ça. Ce qui est énorme, hein. Les planeurs, des très bons planeurs d'aéroclub, aujourd'hui, ils n'ont pas une finesse de 30. Ouais, donc c'est Tu vraiment vois, donc exceptionnel. on est exceptionnel. Et plus l'aérodynamique de l'avion est travaillée, Oui. plus on aura cette capacité à moins consommer, à se déplacer mieux dans l'air. D'accord. Avec la 330, on a une finesse à peu près de 30. Ah ouais. Donc plus le ratio augmente, c'est de 30 à 32, il y a un vrai monde, hein, parce que déjà la 330, on était sur un ratio qui est déjà juste terriblement incroyable. Ouais. Bon, on s'en Donc souvient avec pour grappiller un peu plus, 330 qui était tombé en panne de carburant et puis qui avait dû aller jusqu'en F-Transat, ouais. Voilà, exactement. Ouais, qui était un avion en fait finalement qui volait trop bien. Hein. C'était presque Ça le leur a souci. sauvé la vie. Ça leur a sauvé la vie d'ailleurs. Hein. Donc oui, aujourd'hui, on a une vraie différence de par la conception des moteurs aussi, parce que bah, le CO, c'est un A330 de première génération. Exactement. Donc les moteurs sont aussi beaucoup plus petits, ils sont plus bruyants, ils tournent beaucoup plus vite. Oui. Et puis aujourd'hui, un A350, c'est un avion qui est full carbone, qui a des moteurs de toute nouvelle génération. Ouais, on est aussi sur des matériaux de construction Ouais. complètement différents. Bien sûr, les matériaux de l'avion font aussi une sonorité différente de la machine. Hein. Ça, Ouais. Et non pas que par leur masse qui est différente. Complètement, bien aussi sûr. Alors, par le fait que c'est un autre matériau. je te dis, la masse aujourd'hui d'une machine, elle est pas synonyme de bruit ou non. Hein, Okay. Si on reprend un 380, même au décollage, un 380, il fait pas de bruit. Ouais. C'est incroyable. C'est un avion qui se déplace pas. Pourtant, c'est un avion qui fait quasiment 400 tonnes. Ouais, Et ça fait zéro bruit, quoi. Hein. C'est un truc. Pourtant, la 380, c'est pas une machine qui est hyper récente non plus. Hein. Non, ça fait 2005, le premier vol. Ouais, voilà, 2004, 2005. Je m'en rappelle encore. J'ai vu moi, je l'ai vu télé. à la télé. Moi, j'étais même pas né. Moi, il était même pas né. Moi, j'ai vu à la télé, donc voilà, ça remonte un peu. Et puis, c'était déjà un avion qui était extrêmement silencieux. A contrario, un petit avion d'aéroclub, eh ben, ça fait une pétée de bruit. Ouais, puis ça consomme quand même C'est pas mal de hyper sonore. aussi. Aujourd'hui, bon, alors c'est clair qu'un avion de ligne, ça va faire plus de bruit qu'un avion d'aéroclub. Mais si on prend le s'en ratio de la taille et du son, Oui. ben, on est à des années-lumière aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, les avions, si tu prends un avion d'il y a 20 ans, si tu prends un avion d'aujourd'hui, c'est quasiment 30% de bruit en moins. Ok. Ce qui est énorme hein, pour les gens qui connaissent, travaillent dans le domaine du son. On est sur un truc qui est incroyable. En consommation, ça va quasiment de pair. Hein. En consommation, aujourd'hui, un avion, c'est plus de 30% de différence entre les premières générations et les avions d'aujourd'hui. Ah ouais. C'est-à-dire un phénomène qu'on voit bien. Tu prends les magnifiques Boeing 707.
Hein, Les cette, bons vieux cette génération, 707. c'est des bons vieux 707, 4 moteurs, Ouais. 4 tout petits moteurs d'ailleurs, hein, comparé Oui, c'est. justement à ce qui se fait aujourd'hui. Ils sont vraiment tout petits. Ben, tu prends les avions de ces années-là, ça veut dire les années 60 à peu près, Ouais. 50, 60, tu avais 4 traînées noires derrière. À Ouais. chaque décollage, tu pouvais les suivre 250 km. Quoi. Comme encore un peu les A340. Certains à 340, mais quoique c'est vachement dilué. D'ailleurs, on Ouais, parlait de moteurs à simple flux hein, pour les avions des premières générations. Maintenant, ouais. c'est des avions double flux, Ok. justement. Donc, on vient brasser de l'air avec un fan Ouais. devant. Donc, tu as un flux froid, un flux chaud. C'est pour ça qu'on a deux flux, double flux. Ah, puis les autres, c'est juste le flux chaud. C'est que de flux chaud. Ouais. Donc, ça fait un pété de bruit, ça fait une pété de fumée parce que ça dilue pas, Ouais. justement. La consommation est énorme. Hein. Donc on a pas de. Aujourd'hui, tu peux être derrière un avion de ligne. Tu peux les regarder, toi qui vas souvent à Zurich Ouais, voir les exactement. avions. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune émission de fumée ou de poussière derrière Pratiquement, ouais. un avion de ligne. Alors, ça dépend encore un peu, mais c'est sans commune mesure de ce qu'on voyait il y a encore dans les années 70. Ça n'a plus rien Ouais. à voir. Donc tout va faire le bruit va avec la console, le bruit va avec la pollution. Ouais. On va pas rentrer sur des domaines hyper techniques, mais globalement, on est sur ça. Quoi. D'accord. Et puis au niveau donc, du carburant, est-ce qu'en tant que pilote, il est possible d'agir directement avec la manière de piloter pour réduire les émissions de CO2? Eh ben, ça, c'est sûr. Alors, évidemment, les pilotes aujourd'hui sont formés D'accord. justement pour consommer le moins possible. Hein. Donc, c'est un des grands piliers de l'aéronautique. Ok. Donc, si tu veux, les plans de vol aujourd'hui sont étudiés de Ok. manière justement à avoir les approches les plus directes Ok. et puis de pouvoir avoir et à l'époque, je parle comme un vieux, mais j'ai 35 ans. Hein. À l'époque, les avions, ils se posaient en escalier. C'est-à-dire que tu avais un flight level, tu descendais d'un Un niveau de étage, vol. un niveau de vol, tu redescendais d'un étage, un niveau de vol. Et ça, c'est hyper. Tu consommes beaucoup Ouais. avec ça. Alors que aujourd'hui, c'est une descente continue. Ok. Hein, tu le vois quand tu prends l'avion. À partir du moment où tu as le top of descent, tu réduis tu l'entends aussi au niveau de quand tu es dans la Moteur. cabine. Les moteurs sont quasiment en idle, donc à zéro. Ouais, c'est là Et que les puis, passagers commencent à paniquer parce qu'ils certains, ouais. croient que Et puis l'avion, les après, moteurs. l'avion se laisse descendre, en fait. Ouais. Et puis, quasiment jusqu'à l'arrivée de la piste. Ouais, donc ça c'est calculé par rapport au C'est- ratio de c'est- c'est- pente voilà, puis c'est calculé, optimisé. justement, c'est optimisé pour ça. Donc, justement, on émet moins de bruit aussi, puisqu'on a les moteurs qui tournent quasiment au ralenti. C'est pas le cas, Ouais. mais quasiment au ralenti. Et puis aujourd'hui, quand on édite un plan de vol, Ouais. on va aller chercher justement le ratio le plus optimal entre la météo qu'il y a, Ok. la météo, les températures, etc. Et puis on va embarquer le fuel nécessaire au vol, plus évidemment des marges de Réserve, sécurité oui. qui sont établies en fonction de la région d'où on vole, du type de la machine, D'accord. et puis éventuellement de la météo, parce que s'il fait pas beau, il faut peut-être dérouter ou il y aura des orages à contourner, ce genre de choses-là. Oui. Donc ça, c'est encore, ça s'étudie au plan de vol. Mais aujourd'hui, les logiciels qui calculent les plans de vol, ils Oui. sont beaucoup plus précis qu'à l'époque. Et puis Ok. on arrive justement à embarquer moins de fuel. Donc si on a moins de fuel à bord, c'est pas qu'on le lien est peut-être abstrait vis-à-vis comme ça, parce qu'on se dit ouais mais ma voiture qu'elle a un réservoir plein ou un réservoir vide, Oui. je fais du 8 litres au 100, quasiment la même chose. Donc Ok. en fait sur un avion de ligne, ben, plus l'avion est lourd, plus il aura tendance à consommer quand même, Oui. évidemment. Donc c'est justement en allégeant la machine en termes de fuel qu'on va Ok. pouvoir aussi augmenter en autonomie de la machine et puis surtout D'accord. Oui. en consommation. Un avion trop lourd avec les réservoirs pleins en permanence, déjà, ça, c'est pas efficace. Oui. Et puis surtout, en termes de consommation, on va cramer tout le carburant qu'il y aura en trop pour rien, c'est inutile. Oui. Donc il y aura vraiment, il y a un ratio à avoir entre ce qu'on estime en carburant et Oui. puis tout ce qui est rapport de finesse, etc. justement aussi. Ok. Plus les marches. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux calculé qu'il y a 50 ans en arrière. Il y a Ok. 50 ans en arrière, c'était À la one again. c'était pas forcément à la one again, mais disons que on n'avait pas la même façon de calculer. Les avions étaient systématiquement trop lourds. Ok.
Aujourd'hui, tu as aussi les technologies de carburant qui évoluent, hein. Donc Oui, maintenant, il y a Airbus qui a fait des essais avec des biocarburants, ok, les fameux SAF, hein, c'est les ça? SAF exactement. Alors ça, ces biocarburants aujourd'hui, sans modification technique, on sait voler avec ces Ah, carburants-là. donc il y a pas, ouais, ça nécessite pas de moteur Zéro, spécifique au carburant. zéro. Ça rentre, ça se digère par les moteurs sans aucune difficulté. Oui, Et donc ça, c'est génial. Alors aujourd'hui, le SAF est plus cher que le carburant standard, ce qui est plutôt normal, ce qui est aujourd'hui normal parce que vu que c'est c'est pas quelque chose encore de en très développé. développement et Voilà. tout. Mais après, maintenant, les carburants, bon, ce genre de carburant-là, ça va se démocratiser aussi. Oui, Et puis au bout d'un moment, il n'y aura plus que du SAF. Donc ok. on volera à la betterave, quoi. Littéralement, hein, c'est Ouais. ça, hein, c'est du jus de On betterave. avait déjà Hein. entendu huile de friteuse, mais. Ouais, alors il y a un peu de tout, mais globalement, c'est du. Les professionnels me corrigeront, mais je crois que c'est du jus de betterave, il me semble. Ok. Voilà, donc c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Il y a de la puissance dans la betterave, on se rend pas compte. Ouais, Et puis, donc aujourd'hui, tout ça combiné fait que on arrive à des ratios qui sont hyper intéressants. En d'accord. termes de puissance, tu n'as pas moins de puissance avec un SAF Oui, qu'avec un carburant normal. Hein. La machine, zéro différence. ok. Mais évidemment, ça doit être homologué, ça doit être certifié. On ne peut pas les balancer dans des avions comme ça aujourd'hui. Oui, Donc, ok. les processus d'homologation sont terriblement longs dans Oui, l'aviation, hein, parce qu'on aime éviter tout risque inutile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est oui, encore pas complètement homologué, démocratisé. oui. Mais ça va venir. On a déjà des taux de SAF qui sont dans le carburant normal Ok. aujourd'hui, donc il y a une partie Environ du. combien de pourcents? Et alors écoute, je crois qu'on est dans un ratio de 20%, un truc Ah oui, comme ça. c'est déjà C'est pas déjà si pas mal. mal. Ça dépend un peu des régions du monde, hein, mais Oui, je crois que maintenant, certaines parties, je crois qu'aux États-Unis, ils ont fait un essai avec 20%. ok. Donc on commence à avoir ça un peu Ouais. aujourd'hui dans les carburants normaux. C'est la FA et le HASA qui s'occupent un peu de gérer ces certifications ou C'est c'est plutôt ouais, uniquement au niveau des constructeurs? alors il y a vraiment, c'est un ensemble des deux. Hein. Ok. Donc c'est-à-dire que les constructeurs développent des moteurs qui peuvent utiliser plusieurs types de carburant. Bon, aujourd'hui, on n'est plus que sur du carburant, du kérosène normal. Hein. Oui. À l'époque, tu avais encore des avions qui tournaient avec de l'essence. Hein. Ok. Ah ouais, C'est- tous les vieux pistons, c'était Oui. de l'essence qui était normale. Après, on a Ok. eu de la turbine. Les premières turbines tournaient avec un espèce de dérivé du diesel qui n'était Ah pas ouais. tout à fait du carburant. Il faut savoir que le Kero, c'est un Oui. dérivé du diesel. Hein. Son cousin le plus proche, c'est le diesel. Ok. Ah, ça, Ouais, je savais pas. ouais. Donc c'est très proche l'un de l'autre. Puis aujourd'hui, on a un taux de raffinage qui est incroyable sur le carburant qu'on utilise aujourd'hui, donc le Oui. Kero normal. Hein. Et puis, donc les constructeurs, en fait, maintenant qu'ils ont le pouvoir de pouvoir avoir d'autres sources qui arrivent à eux, parce qu'il y a un moment, tu avec le Kero puis le Kero, Oui. c'était tout, hein, tu n'avais pas Exactement. de choix. Aujourd'hui, maintenant, on sait faire des carburants différents, Oui. donc les constructeurs sont intéressés aussi à homologuer ces carburants, mais Ok. tout en éliminant un maximum de modifications techniques. Ouais, pour attirer le plus possible les Ben, c'est compagnies ça. En fait, et les constructeurs. il faut que les compagnies puissent balancer ce carburant dans leur réservoir Ouais, sans se poser de questions. Donc, c'est-à-dire que ça doit répondre à plusieurs choses. Ça doit être un carburant qui ne fige pas. Donc, c'est-à-dire d'accord. qu'avec le froid, il ne doit pas changer il doit pas changer au niveau de sa viscosité. Oui, C'est-à-dire qu'il doit être toujours liquide comme du carburant normal. ouais, pour qu'ils puissent bien être Parce que pompés par les le pompes risque, et le risque distribués c'est dans les évidemment moteurs. qu'il gèle hein, en vol. Un Oui, carburant qui gèle, c'est pas c'est déjà bon. eu Hein. arrivé, je pense. Hein. Ouais, il y avait un vol, un 777 de British Airways. Ok. Je sais plus, je te dis ça, c'était dans les années 2005, Ah ouais. 2010, quelque chose. La date, je l'ai plus en tête. Et puis en fait, il y avait le carburant, c'était pas la faute du carburant lui-même, Oui, c'est que le carburant en fait était mal stocké. Et ok. puis en fait, ils ont trouvé des résidus d'eau dans le carburant. Ah ouais. En fait, en passant par un jeu de filtres, ça a bouché des filtres, ça a gelé dans des filtres. Et puis en fait, eh ben, en gelant, bah, ça a supprimé l'apport en carburant des Ok. moteurs. Et puis l'avion s'est crashé à 20 mètres de la piste. Ah, ça c'est Il est moche. juste passé par-dessus les barrières et puis il n'a pas touché la piste. Il s'est mis en travers de la piste après, mais Ouais. les roues il a tout arraché, mais enfin, il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Ok. Bon, l'avion était mort, hein, mais Ouais, ça, ça, il n'y a pas de il n'y a pas surprise. de surprise.
Mais voilà, donc le carburant, c'est un enjeu aussi aujourd'hui de pouvoir passer en biocarburant le plus vite possible, Ouais. sur des carburants qui émettent le moins possible. D'accord. En 30 ans, je crois, alors ça c'est un truc, je le cite d'un youtubeur aéro que j'adore, qui est Aldostérone, Ouais. qui disait qu'aujourd'hui, on a diminué quasiment de moitié les émissions de l'aéronautique en 30 ans. Ah ouais, Il n'y a pas un secteur au monde aujourd'hui qui a ça. réussi à réduire de moitié ses émissions polluantes, Ah, hormis le domaine aéronautique. c'est dingue ça. C'est absolument Et on exceptionnel. critique toujours que ça pollue trop. Ouais. Alors moi j'ai fait le dernier vol que j'ai fait en A330, Ouais. avec un Neo. Ah ouais. On s'est amusé à faire le ratio exact de ce que ça consomme à peu près. C'était un vol entre Paris et Pointe-à-Pitre. Ok. Et puis on s'est amusé à calculer exactement et précisément ce qu'un passager nous a coûté en carburant. Ouais. Donc c'est un vol de 9 heures. Hein. Ouais, environ, Donc ouais. c'est un vol qui est relativement long. Hein. Ouais. Je défie quiconque de le faire autrement qu'en avion. Tu peux le faire en bateau, mais il faut prévoir un bon mois, je Ça pense. pollue beaucoup plus Alors que aussi. ça polluera beaucoup plus. Et puis aujourd'hui, on est sur le ratio par passager de la consommation d'une Twingo de première génération. Ah ouais. Ça veut dire qu'on est à peu près, sur ce type de vol-là, on est à 4 litres à peu près au 100 par km. passager. Ouais. 4 à 5 litres au 100 km par passager. Ah, c'est pas dégueulasse. Alors je défie quiconque d'essayer de faire mieux. Moi, les paris, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Donc voilà, aujourd'hui faire voler des gens à 4 litres, 4 à 5 litres au 100 km, Ouais. eh ben, c'est impossible. Ok. Donc aujourd'hui, l'aéronautique en lui-même, c'est un très bon acteur dans le jeu de la décarbonisation et de la dépollution. Ok. Aujourd'hui, on ne fait pas mieux que l'aéro. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose, moi j'essaie de faire relativiser les gens qui disent que l'avion ça pollue et tout. Mais par passager, on est sur un ratio qui est ultra faible. Ouais. Alors Ok. le 350, il est même encore mieux. Encore mieux, ouais. Il a des ratios plus bas. Ouais, je crois que j'avais vu 2,8. Ouais, un truc comme ça, environ 2,8 au moyenne. 100 ou un truc du genre. Ouais. C'est même pas 3 litres. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est Après, ça incroyable. dépend bien sûr de plusieurs facteurs. Mais... Essaie de te déplacer à 4 litres au 100, à 900 km/h, comme on est là. Ouais. Et puis te déplacer comme ça à travers le monde à si peu. Aujourd'hui, c'est imbattable. Alors on a le train. Mais le train pour aller à Pointe-à-Pitre, depuis Paris, on est un peu mal barré. c'est compliqué. En tout cas, à ma connaissance, on l'a pas. Ok. Et puis, bah voilà. Après, aujourd'hui l'aviation, c'est quelque chose. Alors bon, les gens diront que je suis biaisé, on m'a dit des mauvais chiffres, et puis voilà. Mais aujourd'hui, on est Des bons élèves. faut pas faire mieux. On est des bons élèves, exactement. Et tu disais avant, les avions de nouvelle génération polluent beaucoup moins que les d'ancienne génération. Ouais. Alors, on entend souvent entre l'A320 de première génération puis le Neo. Ouais. Alors, est-ce que la différence est vraiment forte et est-ce qu'on la ressent depuis le cockpit en fait cette différence Alors, de l'A320 Neo pousse plus fort que la version CO. Ouais. Donc on a des performances qui sont largement meilleures en termes de performance de vol. D'accord. Et puis les calculs par rapport au plan de vol, par rapport à la consommation qu'on aura, sont plus basses, bien sûr, que la version CO. Okay. C'est indéniable, ça se voit. Après, de là à dire que ça se ressent dans le cockpit, pas forcément directement lié à la consommation, mais par contre, les moteurs sont beaucoup plus efficients avec une consommation moindre que les versions antérieures, CO, etc. Ok. Bon, un chiffre bah écoute, on est de l'ordre de 25%. Ah ouais.
Donc 25-30%. Donc on est vraiment sur une différence qui est Ouais. gigantesque, hein. Et c'est justement avec ces versions-là qu'on peut voir pour les billets d'avion d'avoir une réduction un peu de Alors prix ouais, ça intéresse du beaucoup fait les. que ça pollue un peu moins. Bien Puis sûr, c'est vraiment marqué quand tu achètes ton billet que complètement. ça va Alors polluer moins. l'acteur principal aujourd'hui d'un prix du billet, c'est le carburant, hein. Ok, Ça, c'est le premier facteur. ouais, Et puis après, tu as d'autres facteurs, c'est la rentabilité du vol, si les soutes sont pleines avec du fret, ce genre de choses-là, parce ok, que le fret est très rentable, hein, mine de rien. ouais, Et puis, il a figé. Il a figé, donc on a pas vraiment le temps. Et puis donc voilà, c'est le fret est rentable. Évidemment, le fait de voler en avion plein au niveau des passagers, bah, c'est clair que c'est toujours plus écologique de voler avec un avion plein qu'avec 4 personnes dedans. ouais. Ça c'est sûr, mais aujourd'hui ça se voit plus, hein. Un avion qui vole vide, ça se voit plus. Ouais, sauf pour des vols Alors d'affrétage des vols, et ce genre de des choses. vols très Ouais, particuliers, oui, mais disons dans le service normal, aujourd'hui les gens qui disent ouais mais l'avion il vole à vide même s'il a 4 personnes, c'est clair que l'avion il va voler même avec 4 personnes. Parce ouais, que de l'autre côté il a attendu et puis il va sûrement rentrer à exactement, oui. plein. Mais moi j'ai jamais vu un avion voler avec 4 personnes. Ok, Ça n'existe pas. Les avions sont ouais, pleins tout le temps. Aujourd'hui, depuis le Covid, ça a repris de manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer. ok, ouais, Hein, donc ça a repris beaucoup plus qu'avant. ouais. Les avions sont pleins tout le temps. Donc aujourd'hui, la plupart des avions ont un taux de rentabilité qui est exceptionnel. Ah, ouais. Mais pour en revenir à la différence entre le CO et le NEO, oui, alors au niveau de la façon même de voler, elle est pas tout à fait différente parce que globalement, ça reste plus ou moins la même machine. Oui, Mais par contre, tu sens que ça pousse plus, que c'est plus efficient et puis qu'on est sur des moteurs qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus récents. oui, Une machine qui tourne très bien, c'est une fiabilité qui est exceptionnelle, hein, aujourd'hui. C'est un véritable plaisir de voler là-dessus, quoi. ouais. C'est des bonnes machines, c'est solide, c'est encore, je te dirais, le 320 Neo, il est un peu à la croisée des deux mondes, entre les avions un peu anciens, Oui, et puis on le voit par le cockpit aussi, hein, c'est c'est encore sûr, ouais. bah, c'est encore des écrans comme on a ici, Ouais, des petits écrans. Et puis il est entre la croisée des chemins, entre le 320 et le 350 qui est full screen, c'est un oui, glass cockpit complet, et puis c'est un avion qui a complètement rien à voir. Donc moi j'aime bien ces avions-là ouais. parce que ils sont à la fois modernes, mais Ils ont ils ont ce ce côté côté un petit rétro. peu rétro qui correspond bien à ma génération, tu vois. C'est Ouais, comme cette machine ici, hein, le 737-800, ouais, qui est un peu aussi, globalement, qui est à peu près contemporain. ouais. En fait, c'est le cockpit par excellence. C'est le cockpit que tout le monde s'imagine du Ouais, cockpit, moi en j'aime fait. C'est le beaucoup parce cliché. que ouais, c'est le 737 est une machine que j'adore, que vraiment. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le voler en vrai parce que j'ai pas de qualif Licence. sur ces machines-là. Ouais, Je le pratique beaucoup ici, qui a un cockpit qui est exceptionnel. absolument juste. Ouais, C'est un cockpit qui est study level, hein, donc qui permettrait de pouvoir faire de la formation dessus. Alors nous, on ouais, l'utilise en cadre privé, exactement, ouais. évidemment, mais qui permettrait largement de faire du study level, qui est juste incroyable. Donc Ouais, c'est vraiment génial à piloter. Puis c'est les générations de machines que moi j'aime bien. ouais, Moi exactement. j'aime beaucoup, si tu veux, les avions des années 70, Ouais, de ouais, ouais. 70 jusqu'à maintenant. Des années Ouais, 70 jusqu'à pareil. maintenant. Mais de 70 à 2000, 2010 au plus, c'est vraiment des avions moi, qui me parlent beaucoup. Ouais, J'aime ça. Et puis typiquement, bah, voilà, on en parlait avant, mais les trimoteurs, ouais. j'ai une passion pour les trimoteurs, je trouve ça Comme la incroyable. MD-11, fabuleuse FD11, machine. DC10, DC-10, ouais. ouais, les Mais qui Tristar. se ressemble quand même pas mal hein, en Ouais, fait, ouais, hein, ouais, qui ceux-là. sont en fait la même machine, hein. C'est Ouais, juste une génération qui est différente, hein. exactement, oui. Entre la reprise de Boeing ou pas, hein. Donc c'est voilà, c'est passé Ouais, le DC-11 à. Mais c'est des machines que j'adore. Le Lockheed TriStar aussi, une machine que je trouve absolument incroyable. Et puis, bah, voilà, tous ces avions-là. mais qui consomment beaucoup. Ouais, alors c'était des Voilà, avions qui n'étaient pas éco-friendly, mais qui faisaient largement le taf, c'est ça. qui marchaient très bien.
D'ailleurs, le MD11 et le DC-10 ne méritent absolument pas la réputation qu'ils ont, parce que Oui, c'était un avion qui était ouais, très ouais. fiable et qui marchait très bien, qui était pas facile à voler, hein. Non, exactement. J'ai connu pas mal de pilotes qui étaient sur ces machines-là, les MD11 de chez Swissair, Oui, et Suisse, hein, parce que Suisse a encore volé en MD11 pendant un petit moment. oui, c'est juste. Ouais. Et c'est des avions qui étaient très techniques à voler. Typiquement, les approches étaient compliquées. C'était vraiment un avion qui était pas facile, mais un très bel avion. On commençait justement à avoir de l'écran, de la commande de vol assistée. C'était Oui. vraiment quelque chose qui Il y était. avait aussi les tout débuts de la commande de vol électrique Ouais, avec le ouais, ouais, Concorde. bien sûr, bien sûr. Bah, bon, le Exactement. Concorde, c'était quasiment un précurseur en termes de commande de vol électrique. Il y avait des avions militaires qui avaient de la commande de vol électrique Oui, avant le Concorde. Typiquement les Mirages, hein, ce genre de choses-là. ok. Et puis après, ça s'est démocratisé sur l'aviation, l'aviation civile. Et puis, bah voilà, aujourd'hui, tout le monde vole un petit peu avec le Concorde, hein, Ouais. Puis parce au qu'on a final, un gros héritage ouais, du Concorde sur tous les Airbus. Il y a un peu de Concorde dans le 350 ouais. encore. Puis au final, ben, tous ces avions, ils ont vraiment contribué, chacun, avec des petites améliorations pour faire toujours moins de bruit et Oui, puis consommer moins, c'est bien ça? sûr, évidemment. Et puis ça, depuis toujours. Le Concorde n'était pas forcément le meilleur élève, Oui, mais grâce à Concorde, on a aujourd'hui de la commande de vol électrique. qui sert aussi à faire des économies de carburant. Évidemment, bien sûr, parce que le système est beaucoup plus léger Oui, qu'un système standard comme on aurait sur cet avion ici. Et puis ça contribue largement à faire de l'économie, de voler plus précis, les surfaces de vol répondent différemment, c'est beaucoup plus évolué. Donc on a vraiment une super machine. Aujourd'hui, c'est des avions. Alors chaque fois, on dit qu'on ne peut pas faire mieux, on fait quand même encore mieux à chaque fois. Mais l'aviation est vraiment un acteur qui est concerné par l'écologie, quoi qu'on en dise, hein. Il y a toujours oui, des gens qui ne sont pas OK là-dessus, mais en attendant, c'est un des rares domaines aujourd'hui qui évolue comme ça, et puis oui, qui diminue d'année en année ses consommations de fuel, et puis son bruit. oui, D'ailleurs, les aéroports, hein, ils investissent aussi massivement sur les infrastructures, oui, parce que tu n'as pas que la machine, mais tu as l'environnement de la machine qui fait aussi. oui, Les nouveaux revêtements de taxis sont beaucoup plus silencieux que ok, les anciens, donc on élimine du bruit aussi là où on peut en trouver. oui. Je te dirais, chaque décibel gagné, Ça te gagne le c'est prix. énorme. Et puis une décibel, c'est énorme, mais on ne se rend pas compte, hein. Oui, Je crois que c'est je crois exponentiel. que c'est de l'ordre de 4 fois, un truc Oui, du style, donc c'est assez énorme. Donc ça fait aussi. Et puis les aéroports investissent aussi directement chez les riverains des aéroports, oui, ben voilà, pour isoler les maisons, pour faire du triple ouais, vitrage, ouais. voilà. Puis notamment avec justement l'aéroport de Genève, ben, j'ai vu qu'il y avait pas mal de mesures prises, un coup-de-feu, Bien sûr, ouais, tout à fait. des mesures spéciales pour le générateur auxiliaire, APU pour les Alors, compresseurs. bien sûr, les normes d'usage des avions, typiquement, ben justement, l'usage de l'APU, hein, aujourd'hui, les temps d'APU sont limités sur Oui, quasiment la plupart des aéroports en Suisse, en tout cas en Suisse. Les temps d'APU sont limités parce que ok, l'APU, c'est le générateur qu'on a à bord de la machine qui se trouve oui, dans le cône de queue de l'avion, qui est extrêmement bruyant, hein. D'ailleurs, 120 décibels, j'avais vu c'est ce 120, chiffre. ouais, 120 Ce chiffre. décibels, c'est terrifiant, quoi. Pour ceux qui descendent, qui font le tour avion avec un APU en Oui. marche, c'est affolant, quoi, hein. C'est terrible. Donc, Pour ça, dire, la norme en général, c'est 70 décibels, ouais, c'est le ça. maximum qu'on devrait entendre. Ouais, mais les APU, c'est terrible. Donc ça aujourd'hui, bah, voilà, c'est aussi quelque chose qui va en évoluant. Donc c'est très dur techniquement de diminuer le son d'un APU. Ok? Pratiquement pas possible. Donc ça veut dire que le seul truc où tu peux aujourd'hui jouer dessus, c'est le temps d'usage. Oui, Donc ça veut dire que Genève et Zurich aujourd'hui, dès que tu arrives, tu es branché
au sol par le réseau interne de Ce l'aéroport. qu'on appelle le ground Donc, power. alors le grand power, c'est principalement le petit générateur qui est à côté de l'avion. Oui. Là, aujourd'hui, tu le supprimes Ok. et puis tu viens directement te brancher au réseau de l'aéroport. Donc, on parle toujours de grand power parce que c'est la puissance qui vient du sol. Oui. Mais on n'a plus Cette voiturette ces petites avec, voiturettes qui fait du potin. Pas possible. Donc ça aussi, ça réduit le bruit. Ça réduit le bruit. Donc, c'est plus économique en termes de carburant, puisque bien sûr, il n'y a rien qui consomme de carburant en direct. Oui. Et puis, on est alimenté directement par le sol. Donc ça fait aussi aujourd'hui une différence qui est énorme. Hein. Ouais. Et puis bah, voilà, les riverains sont mieux isolés. Alors bon, c'est un truc qui est un peu compliqué, les riverains, parce que c'est clair que le terrain est pas cher, Ouais. l'immobilier est pas cher, mais d'après moi, et c'est vraiment personnel, Ouais. je veux pas que tu aies des problèmes de ta chaîne, c'est un sujet qui me turlupine un peu, c'est pas ça. Mais je ne comprendrai jamais les gens qui viennent habiter à proximité directe des pistes Oui. et qui se plaignent après que c'est bruyant. Il y a un moment, il faut aussi, je pense, de la part des gens, comprendre que les abords immédiats d'un aéroport, ou alors sauf où tu vis dans le cas très peu probable où ta maison était là avant l'aéroport, Ouais, ça c'est encore différent. mais faut le trouver là, hein, le cas, moi j'ai pas je connais pas. Mais globalement, je pense 99,9,9,9% les gens viennent après l'aéroport. Alors, là, moi, j'ai du mal, si tu veux, à comprendre qu'on puisse se plaindre par rapport à ça. Ouais. Et puis, parce que quand tu arrives à faire signe depuis chez toi au pilote qui est dans le cockpit, il y a un moment. C'est sûr. Voilà. Ouais. Mais t'as pas autant de. La personne qui habite à côté d'une gare de triage dans le ferroviaire, il a autant de bruit que. Ouais, voire pire. C'est des bruits hyper aigus. Voilà. Et puis pour terminer, concrètement, est-ce que des procédures de décollage et d'atterrissage évoluent de manière à augmenter la sécurité de ces phases critiques? Ça fait d'ailleurs souvent la une des médias, notamment avec le crash du Concorde, du MD-11 du PS assez récemment, ou encore du Boeing 787 Dreamliner Air India. Alors, si tu veux, ces cas-là, en fait, c'est plutôt lié à des défaillances soit humaines, soit mécaniques. Si on prend le MD-11 de UPS, là, qui a littéralement perdu un moteur au sens propre du terme, hein, le moteur s'est décroché. Là, on est sur une défaillance mécanique. Et cette défaillance mécanique aurait très bien pu arriver en plein vol. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment lié à la procédure. Maintenant, l'atterrissage et le décollage, c'est les deux phases les plus critiques sur le vol, évidemment. Hein. Mais ça évolue aussi toujours. Ça veut dire que à chaque fois que tu as un incident ou malheureusement un accident, tout évolue à chaque fois. C'est le seul domaine, tout confondu, où à chaque fois qu'il y a le moindre petit truc, tout évolue. Hein, aujourd'hui, imagine-toi si on ferait ça dans le routier. Si chaque fois que Tati Huguette elle fait une sortie de route, tout change, ce serait évidemment pas possible, tu vois. Mais dans l'aéronautique, tout évolue aussi. Alors c'est clair que maintenant, les phases sont beaucoup plus optimisées au niveau du décollage, de l'atterrissage, ce qu'on a discuté aussi avant, par rapport aux normes de bruit et aux normes d'émissions de polluants. Voilà. Et aujourd'hui, les machines aussi sont beaucoup plus optimisées pour justement pouvoir se poser en tout temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pose une machine, on n'a plus besoin de voir dehors. Les machines savent se poser toutes seules aujourd'hui. L'avion se pose tout seul. Littéralement les yeux fermés. Littéralement les yeux fermés, évidemment. Et ça marche très bien. Donc aujourd'hui, on sécurise ces phases-là quand on a des météos critiques, des choses comme ça. Justement, soit la météo, la visibilité, ce genre de choses-là, c'est pas optimal. Et ben, pour peu que le terrain soit équipé, mais c'est le cas de tous les aéroports.
nationaux et Ouais, internationaux. en gros, tous les aéroports où des avions de ligne peuvent Voilà. atterrir. Puis même, quand même maintenant, aujourd'hui, ça commence à se démocratiser sur des plateformes plus petites. Oui. Mais les machines aujourd'hui se posent littéralement toutes seules. Hein. Donc, Oui. ça, le plus critique, c'est l'atterrissage. Ok. Et puis, donc aujourd'hui, évidemment, le risque zéro n'existe pas, Oui, ça, on est même si on d'accord. tend à aller le chercher de plus en plus. Mais Oui. voilà, il y a toujours une phase de risque quand même. Voilà, après le train, c'est l'avion, hein, le plus sûr du monde. Ah, je crois que même l'avion est devant maintenant. Ça fait même, il me semble, un Ouais, moment que c'est bien possible. Moi, je suis vieux, tu sais. c'est plus C'est pas- Mais voilà, le duo en termes de safety, c'est le train et l'avion, évidemment. Et puis, aujourd'hui, bah voilà, ça s'est pas décollé tout seul, mais ça s'est atterri tout seul par quasiment n'importe quelle condition de visibilité. Ouais. Le vent, ça joue toujours un rôle, mais aujourd'hui, ça s'est quasiment posé par n'importe quel temps. Ok. Et puis, aujourd'hui, bah voilà, tout évolue de manière exponentielle au fur et à mesure des années. Oui. Et peut-être qu'un jour, on ne sera plus là. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de toi et moi dans un cockpit pour pouvoir voler une machine. Ce qui voilà, aujourd'hui, on a des drones, on sait faire voler des drones. Oui. Typiquement dans des terrains en guerre, ce genre de choses-là, territoires en guerre, etc. Oui. Et ça vole très très bien, ça décolle, ça se pose tout seul, il n'y a pas de problème. Donc la prochaine étape, ce serait du coup le décollage full automatique. Alors, le décollage en full automatique, pour le moment, il n'est pas prévu. Ok. Mais par contre, Boeing développe maintenant un système pour le roulage automatique. Ah ouais, d'ailleurs, je crois que Airbus a déjà, avec notamment le 380, je crois Ouais. qu'ils ont déjà Alors, quelque chose si tu qui veux, semble. ils ont un roulage optimisé, mais il n'est pas en automatique. Ok. Ça veut dire que ça t'aide à manœuvrer sous les taxis, tu as, des cartes qui te permettent de rouler, etc. Mais là, maintenant, Airbus, ils ont fait un test sur un 350 d'essai, Ok. où littéralement, tu lui dis la porte à, Où tu vas aller, à ouais. arriver et il arrive tout seul comme un an. Ouais, ça c'est pas mal, surtout quand il y a du brouillard ou que c'est un aéroport que tu connais pas. C'est ça. Et tu m'avais raconté qu'une fois à Zurich, Ça peut mourir. tu avais demandé Voilà. le follow me. Oui, parce qu'on savait plus où j'étais. On dira pas le nom de la compagnie. Ouais. Mais voilà, bien sûr que ça peut aider, évidemment. Donc voilà, c'est un secteur qui est fascinant pour ça parce que c'est une évolution en permanence. Et puis probablement que d'ici quelques années, ce que je te dis maintenant, Ce sera plus ce sera plus d'actualité. d'actualité parce qu'on aura dépassé ces seuils. Ouais. Ce que je souhaite. Ce qu'il faut espérer, ouais. Aujourd'hui, on a des constructeurs aéronautiques qui cherchent même pour de l'avion régional à passer en électrique. Oui. Je suis pas fermé, je suis pas contre. Alors, non, Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore complètement prêt à pouvoir aller sur l'électrique. Oui. Pour avoir essayé et vu des avions électriques légers, donc des avions de tourisme, style ouais. à peu près le même gabarit de ce que tu pilotes, hein, Ouais. WT9, ce genre de choses-là, qui soit électrique ou qui soit thermique, niveau bruit, Oui. quasiment zéro différence. Ok, j'avais entendu dire que l'électrique pouvait être un tout petit peu plus bruyant. Alors, si tu veux, l'électrique en fait, parce que le moteur thermique d'un avion léger aujourd'hui, Ouais. c'est déjà pas très très bruyant à la base, mais ce qui est bruyant, c'est surtout le bruit d'air généré par l'hélice. Exactement. Ouais. Quand on entend un avion léger passer à côté, c'est principalement le bruit de l'hélice, le bruit de l'air, hein, qui fait beaucoup de bruit. Donc, que ton hélice soit mue par un moteur électrique ou par un moteur thermique, elle fera le même bruit. Ouais. À moins d'aller travailler vraiment sur l'aéro d'une hélice hyper performante, etc. Mais du coup, ton avion léger, il est impayable. Ouais. Quand maintenant, tu as déjà des hélices qui sont liftées, qui sont en carbone, qui sont. Voilà. Ouais. Mais globalement, le son en lui-même, sur de l'électrique ou du thermique, moi, ça ne m'a pas choqué plus que ça. La différence de son. Si tu veux dire, ouais, voilà, c'était un peu. L'avantage, c'est que le moteur électrique, dès que tu es à l'arrêt, tu peux le couper. Si tu as un temps d'attente, dès qu'on te dit de rouler, tac, il se remet en marche tout de suite, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps de chauffe. Ouais. Donc tu arrives à réduire du bruit à ce genre d'endroit-là. Mais l'avion en décollage, plein pot, avec un moteur électrique ou un moteur thermique,
la différence n'est pas si flagrante que ça. Ok. Peut-être que je suis un peu sourd, mais la différence n'est pas énorme. Ouais. Voilà, c'est vraiment. Mais ça évolue. Il y a Ouais. maintenant, je crois que c'est General Electric qui cherche aussi des moteurs à hydrogène maintenant, sur des Ouais, ça me dit choses-là. quelque chose, ouais. Bon, pourquoi pas. Ouais, à voir. C'est toujours en évolution. Et puis, le jour où tu seras en commandant de bord sur la ligne, eh ben, tu pourras me dire qu'est-ce qui se passe, puis où Exactement. ça en est. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Ouais, merci. En tout cas, sur ces belles paroles, c'est gentiment la fin. Ouais, Je te remercie d'avoir répondu à mes quelques questions. ben, avec grand plaisir. Bien évidemment, le lien vers ta chaîne YouTube Histoire d'avion sera dans la description, ainsi que Merci. le lien vers le site internet du simulateur qui est exceptionnel. Je vous conseille vraiment de... N'hésitez pas à venir, si vous êtes dans la région ou même un peu plus loin, n'hésitez pas Même si à vous y venir voler connaissez... Ouais. sur ce beau simu. Ouais, puis même si vous y connaissez rien à l'aviation, tout le monde apprécie, tout le monde réussit vraiment à apprécier les moments Ouais, passés à ce c'est simulateur. hyper chouette. Et puis, vous aurez peut-être l'occasion de croiser votre youtubeur Exactement. préféré qui sera aussi ici. Et puis, puis voilà. En tout cas, je te souhaite bon vol, fly safe. Merci. Allez, Et puis, bah, à la prochaine. à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, bah, il a frisé aussi là. Il a pris. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus postés sur cette chaîne. Allez, moi je te dis à la prochaine. Tchuss!